C'est comme ça. Cliquez sur quoi? J'ai cliqué sur enregistrer et c'est parti. On est en live. Ah. J'ai même dit qu'on était en live avec l'outil de Blue Sky là maintenant. J'essaye de voir comment ça marche. Et j'ai réparé Twitch. Ah, c'est bien ça. Eh, On a réparé Twitch. Eh ben, présente-moi et après je repars et je reviens. Titre. Voilà. Bon, vous l'avez entendu, il y a Mathieu. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour, tu peux t'en aller maintenant si tu veux. Ok, je me casse. Ciao. Comme disait Pétula Clark, qui est à présent, tu peux t'en aller. Je sais même pas si c'est elle qui chantait ça. Putain, il s'est vraiment barré. Ça va être galère pour le montage. Mais bon, et il y a Olivier. Oui, salut. Voilà pour cet épisode 63 de l'hebdo. Avec ma voix qui va faire des couacs parce que je me traîne une crève depuis jeudi. Comme quoi, le bon temps n'amène pas que des choses sympas. Ah. Et Mathieu est de retour. Ouais, je t'entends toujours mal, mais je suis là. Ok, d'accord. C'est déjà ça. C'est déjà ça, effectivement. Comme Bon, dirait. on va lancer le générique et puis on va rentrer dans le vif du lard du sujet. N'est-ce pas ? Tu veux rentrer dans qui ? Le lard Le du lard. sujet. Voilà, comme je le disais, épisode 63 de l'hebdo de Culture Club Sandwich en trio, comme l'affaire Louis. Comme Voilà. les Totally Spies. Comme les Total Spice. C'est l'affaire du trio, ça ? Non, Mais probablement non, pas. c'est les innocents. Ouais, je les confonds toujours. C'est un truc de ouf. Ah oui, oui. J'étais sûr de tomber sur le mauvais truc. Ah, t'es toi, oui, c'est sûr que... En fait, c'est les trucs que j'écoutais quand j'étais petit. Et du coup, je les confonds tous. Ah ouais, ok. Bravo, moi. Sinon, Tu fais pour ton- l'affaire ton Louis applaudissement. Trio, c'est Tout mais pas ça, par exemple. Voilà. Alors, c'est pas celle que je connais mieux. C'est une des plus connues, bref, c'est Ah pas ouais. grave. C'est pas grave. Et En fait, je sais pas si je connais les titres en fait de l'affaire Louis Ah. Trio. En tout cas, c'est... Non, j'aime bien aussi, Les l'autre Innocents. chanson. Les Innocents, c'était sympathique. C'était chouette, ouais. C'est Mobilis in Mobile Ah oui, de l'affaire Louis Trio que je connais très bien. Oh là là. Qui était sur la cassette La Hit cassette. 94. Je suis content d'être là en tout cas, c'est bien. Non, C'est un podcast spécial préhistoire. Voilà, j'aurais dû écouter. Écoute, je peux faire encore plus vieux niveau musical si tu veux, il n'y a pas de problème. Non, non, On c'est peut bon. toujours c'est faire bon. plus vieux. C'est bon, vas-y, enchaîne. Il vaut mieux faire plus vieux musicalement. Et encore. Bah. Encore. C'est pas vrai. Vaut mieux faire plus vieux musicalement et Que plus avoir vieux le dehors. soleil dehors. Exactement. Super Van, merci beaucoup. J'ai apprécié J'ai un parce que blogueur j'ai compris. humoriste. Voilà. C'est vrai que j'avais ça en plus. Bon, alors, ce soir au programme, on a donc du cinéma. Apparemment pas mal de cinéma. De la série aussi, pas mal. Un peu de musique. Et la sortie jeux vidéo. Et on va faire ça tout de suite, comme ça c'est réglé. Allez, On va clap. régler le compte des jeux vidéo. Voilà, parce que le mois de mars, c'est pas mal dans le genre. Parce qu'il y a quelques... Bon, moi, c'est le printemps. C'est le printemps. C'est vrai qu'on a un avant-goût de printemps, en tout cas en Belgique, ces derniers jours. Hein, Je me suis baladé en t-shirt aujourd'hui. Voilà, bon, apparemment, de votre côté aussi, c'est pareil. Donc, cette semaine, niveau jeux vidéo, qu'est-ce qui va sortir ? Il y a un jeu très attendu, mais au tournant, pas mal. C'est Marathon par Bungie, donc les créateurs de Destiny, qui donc vont sortir ça sur PC, PS5 et Xbox. Du coup, il peut y avoir des virages Et oui, peut-être. parce que c'est attendu au tournant. Eh ben, oui, et effectivement, il y a des virages. Et là, c'est le virage décisif pour ce studio-là, parce que je pense qu'ils se plantent là. Ah ben, ils n'existent plus. Ouais, c'est pour ça que je Gros dis... tournant, là. Ouais, très gros tournant. un tournant Tokyo Drift. Ouais. On a donc aussi Pokémon Pokopia, qui est une simulation de vie qui n'est pas développée par les créateurs de Pokémon habituellement, mais qui sort sur Switch 2, ou c'est ça, le 5 mars aussi.
On a Scott Pilgrim EX, qui est un jeu qui est sorti il y a pas mal d'années au temps de la Xbox 360 et de la PlayStation 3 et qui ressort dans une version remasterisée, refaite tout ça, qui sort le 3 mars. C'est un jeu à la Street of Rage, un beat them all, on avance, on frappe, c'est cool à plusieurs, c'est plein de pixels, plein de musique sympathique. Et si vous aimez l'univers de Scott Pilgrim, bah c'est très cool aussi. On a aussi Legacy of Kain Defiance Remastered, donc c'est c'est le retour d'une licence, en tout cas en remaster, toujours le 3. Esoteric Ebb, qui est un jeu de RPG qui mélange un peu les Terry Pratchett niveau humour et histoire, et Disco Elysium pour le genre niveau écrit, donc c'est un truc qui va chercher très loin. Attention, que en anglais et un anglais soutenu. 3 mars aussi. Planet of Lana 2 qui sort, Lost and Found & Co qui est un puzzle game qui sort le 6 mars. Ça c'est pour moi, c'est Rangers Pass National Park Simulator. Oui, c'est ça. Tu joues le gardien d'un parc national où tu dois gérer la propreté, les attractions, etc. J'ai essayé la démo, j'ai adoré. Il y avait des ours, donc c'est parfait. Ça sort le 10 mars. On a 1348 Ex-Photo, un jeu d'action-aventure à la troisième personne, qui est édité par Dear Villagers, qui se déroule en Italie au XIVe siècle, avec le pays qui est ravagé par la peste mortelle. John Carpenter's Toxic Commando qui sort le 12 mars, un jeu d'action bourrine. J'ai essayé la démo, j'ai détesté. Voilà, ça avait l'air cool sur le papier, en fait c'est un peu tout pété dans tous les sens. Ceux qui aiment le catch, il y a la version 2026 du jeu de catch de 2K qui sort le 13 mars. Monster Hunter Stories 3 qui sort le 13 mars aussi. Gridfall 2 qui sort le 12 mars 2026. Solasta 2, un jeu de rôle tactique français, qui sort le 12 mars aussi. On a, je revérifie que j'ai oublié rien, Screamer, un jeu de bagnole un peu futuriste qui date parce que j'y étais tout petit quand j'y jouais sur PC. C'était début des années 90. Et ben là, c'est son retour sous d'autres mains. Lost Trio. Exactement. Ou Garbage. À l'époque. On est d'accord. Voilà. 26 mars par contre. Je vais voir en concert bientôt. Ah, la chance. J'espère que ce sera bien. On a Life is Strange Reunion, qui est un nouvel opus dans la partie de Life is Strange. On espère que ce sera un peu mieux que le dernier, le 26 mars. Et on finit avec Mega Man Star Force Legacy Collection le 27 mars et Legacy of Kain Ascendance qui sort le 31 mars 2026. Et il y a peu, la semaine dernière, sortait Resident Evil 9 ou Resident Evil Requiem, dont je vous parlerai sans doute un peu plus tard quand j'aurai pu monter mon nouveau PC qui vient une carte graphique sur lequel je peux mettre un code et parce que j'avais le jeu offert. Voilà. Sympa. Donc je vais me faire peur peut-être pour vous. Et si le PC tourne bien et que j'ai le temps, je pourrais peut-être me le faire en live. Les retours sont pas mal quand même. Les retours sont pas mal. C'est l'un des Resident Evil les mieux notés actuellement, effectivement. Donc j'ai bien hâte. J'ai bien d'y mettre les mains. Voilà. Pour le reste de mon récap, on y reviendra par la suite. Parce que là, c'était quand même pas mal long. Mais vous voyez que... Et encore, c'est une sélection. Niveau jeux vidéo, il y a de quoi faire. Et ces derniers jours, au moment où vous écoutez, là on est le 2 mars, c'était encore le Steam Next Fest, donc on a des milliers de démos à essayer. Tout ne se vaut pas, bien entendu, mais il y a des choses rigolotes, notamment Barcour. Donc B-A-R-K-O-U-R, qui est un jeu où en fait vous incarnez un Parcours chien. Exactement, mais imagine ça, sauf qu'en fait c'est un chien qui fait du parcours. Voilà. Et c'est un jeu d'action rapide. Court. Oui, c'est Barcourt en un mot, donc c'est le truc d'aboyer, c'est un jeu de mots. J'ai compris le jeu de mots. Et puis aussi le Densha. Gros cerveau, moi. Densha, je sais plus le nom parce que c'est très difficile pour moi de le retenir, où tu joues le rôle d'un train qui glisse sur des rails plein de couleurs façon Jet Set Radio, donc c'est très cool aussi. Donc il y a plein de choses à faire. Trop. Oui. Beaucoup trop. J'arrive déjà pas à finir un jeu. Alors. Ouais.
Mais moi, ça me permet de pouvoir souffler un peu et d'essayer de ne pas faire que du Ark Raiders depuis 4 mois, toi. Ouais. Parce que c'est un peu le cas. Mais bon, on va passer du côté de ton récap, Olivier. Moi, dans mon récap, il y a un film que j'ai vu cet après-midi justement et qui rentre directement dans mon panthéon des meilleurs films que j'ai pu voir. C'est Lenny de Bob Fosse. J'étais très admiratif du travail de Bob Fosse comme chorégraphe de comédie musicale à Broadway, comme réalisateur de Cabaret, qui est probablement ma comédie musicale américaine préférée. Parce que en fait c'est un mec qui a un sens du rythme, qui a un sens de la danse, qui a un sens de comment mettre en image la danse et les chants, euh, que peu de réalisateurs ont. Et en fait, alors il y avait aussi une série qui avait été faite sur lui qui s'appelait, c'était la première saison de Feud, qui s'appelait Fosse Verdon, où on découvrait son image, justement, son côté un peu plus sombre. Et du coup, ça m'avait intrigué. Et j'étais allé voir l'année dernière à la Villette, au cinéma en plein air, All That Jazz, dans lequel, en fait, il parlait avec lucidité de son personnage, enfin, à travers son personnage, de tous ses défauts personnels, de tous les problèmes qu'il a eu dans la vie, de tous les vices qu'il a eu dans la vie. Excuse-moi, Oli, je t'interromps. Ouais. Sauf si j'ai mal compris, mais la première saison de Feud, c'est pas du tout. Alors c'est peut-être une série. Ah oui, C'était non, une c'était. série indépendante. Ah oui, c'était une Feud, série indépendante. Ouais. c'est En autre fait, chose. c'était sorti à peu près au même moment. Ça aurait pu être ça, mais Ouais. c'est pas le cas. Parce Voilà. parce qu'en gros, c'était la relation qu'il avait avec sa muse. Euh, et, euh, et donc, la relation un petit peu chaotique qu'il avait eue avec elle tout au long de sa vie. Et c'est un peu ce qu'il racontait dans All That Jazz. Et en fait, le film qu'il a fait juste avant All That Jazz, c'est Lenny. Euh, et en fait, c'est déjà dans ce film-là, il parlait de lui, mais cette fois-ci en retraçant le parcours du plus célèbre, mais aussi du plus controversé des stand-uppers des États-Unis dans les années 60, c'est-à-dire Lenny Bruce. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Lenny Bruce. Oui, si, C'est mais on en parlait même dans Mrs. Maisel. dans Mrs. Maisel exactement. Ouais. Il est incarné, mais de manière beaucoup plus. On va dire, beaucoup plus aseptisé que ce qui s'est passé Oui. réellement dans sa On va vie. dire romancier plutôt. Ouais. Et en fait, là, donc Bob Fosse fait un film qui est en noir et blanc, au très fort contraste. C'est vraiment, il y a des grandes plages de noir avec juste un élément qui est éclairé et ça isole complètement les personnages dans dans l'image et c'est sublimement éclairé, c'est vraiment très très beau. Et en fait, il montre la descente aux enfers de ce comique qui en fait va jamais savoir réellement comment gérer la pauvreté au début, ensuite la célébrité une fois qu'il sera célèbre, qui va jamais savoir comment se dépêtrer de ses vices, de la drogue qu'il prend en grande quantité, de la censure qui le poursuit parce qu'en fait, en gros, dès qu'il parle de trucs sexuels, il se fait arrêter. Et en fait, ça va finir par le plomber. Je crois qu'il a été arrêté 30 fois ou 40 fois. Enfin bon, c'est un truc de malade. Et puis, il va pas réussir à se dépêtrer de ces frasques sexuelles qui vont le laisser finalement dans une grande solitude toute sa vie, malgré en fait l'histoire qui va avoir en pointillé avec une stripteaseuse qui s'appelle Oni, qu'il rencontre au début de sa carrière. Sauf que c'est une nana qui est aussi toxico que lui, voire plus. Donc c'est un petit peu compliqué d'avoir une histoire qui continue comme ça de manière fluide. Donc déjà on voit dans le rapport qu'il a avec Oni que quand on connaît l'histoire que Bob Fosse a avec Verdon, que bah, finalement c'est plus ou moins le même type de relation qu'ils ont eu. Et ce film, c'est aussi l'occasion pour Bob Fosse de faire un hommage au musical
parce que Lenny Bruce, il se produisait beaucoup dans des cabarets. Et donc, il y a beaucoup de numéros de burlesque qui sont assez magnifiques, mais toujours dans la réalité de ce qu'est un spectacle de burlesque dans les cabarets un peu piteux de New York. C'est pas des grands shows, c'est pas des, c'est, il y a un côté un peu pathétique, mais un côté très joli aussi. C'est aussi l'occasion de montrer la solitude du stand-upper qui est vraiment seul face au public, seul face à sa vie, seul globalement dans sa vie, avec les difficultés de créer, avec les tentations de la célébrité, avec la censure de l'époque, avec l'épuisement des arrestations qu'il va subir. Parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même très fatigant mentalement. Et puis finalement aussi tous les problèmes qu'il a eu avec la drogue, qui est en gros la compagne de sa créativité, mais aussi une sorte de sirène qui va l'entraîner par le fond et auquel il va pas réussir à résister, quoi. Et donc voilà, c'est un film qui est avec Dustin Hoffman qui interprète Lenny Bruce et qui est vraiment éblouissant dans son rôle. Et pour moi, c'est vraiment l'un de ses meilleurs rôles. Et Dieu sait s'il a fait des films incroyables. Ouais. Et puis la réalisation, comme je vous disais, elle est vraiment magnifique. Donc voilà, donc il va réaliser All That Jazz juste après. Et en fait, pour moi, ces deux films, vraiment, c'est des purs chefs-d'œuvre qui parlent autant de leur auteur que du monde du spectacle. Et voilà, vraiment, je vous le conseille, il est très compliqué à trouver. Mais ça vaut le coup ça vaut le coup de le louer en VOD parce que c'est vraiment un très grand film. Il se passe sous trois temporalités. On a à la fois les interviews des gens qui l'ont connu, à la fois ses derniers spectacles et à la fois son histoire du début où il galérait dans des petits trucs à la célébrité, quoi. Donc, et c'est vraiment, enfin vraiment, j'ai trouvé le film remarquable. Et en plus, il y a des moments de bravoure quand il y a des sketchs de Lenny Bruce, sachant que la seule prestation qu'on voit dans son intégralité, c'est une prestation où il se plante complètement et qui est filmée de très très loin dans la salle. Et c'est filmé en temps réel et c'est la prestation de Dustin Hoffman à ce moment-là est vraiment incroyable, quoi. Donc allez voir ce film, c'est un très 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 grand film, je trouve. Ouais, ça me tente bien, d'autant plus que ça va joindre sur la liste. J'aimerais voir aussi Is This Thing On avec Will Arnett Ah, ça par et, contre je ne connais pas. et Bradley Cooper qui est sorti, je crois, fin d'année dernière. Et ici, c'était en février, je crois, en Belgique. C'est sur un gars qui divorce et qui se lance dans le stand-up D'accord, ok. et Ah, mais qui, c'est qui est pas avec su. Laura Dern? Si, Ah si, bah, elle il joue sort en France, là dans 1 ou 2 semaines. Bah, ici, il était marqué 18 février en Belgique, en tout cas, voilà. Ouais, Et ouais, ouais, mais il y a les affiches en ce moment dans Paris, donc eh ben, je peux t'assurer que il a beau être sorti en février, j'ai jamais vu une seule affiche. Bon, après, je suis pas non plus à Bruxelles, etc. Donc forcément, c'est un peu compliqué, tu vas me dire. Mais je sais que ça, c'est un film que je surveille quand il arrivera en VOD parce qu'il me tentait vraiment bien ouais, bah du coup ça me donne envie d'aller le voir. L'affiche est un peu pourrie, donc je savais pas trop quoi en penser, mais du coup ouais, ça me donne. Ouais, c'est vrai que l'affiche, elle est bof bof, mais bon, il y a quand même Will Arnett, bah, comme tu dis, Laura Dern, il y a Bradley Cooper, donc je me dis, Ah ouais, c'est marrant parce que sur l'affiche ils insistent sur Arnett et Dern et pas oui, du parce que tout c'est le sur. couple, c'est le couple qui divorce, Ouais, ok. donc c'est pour ça, mais ouais. Enfin bref. Donc Lenny, Ouais, qui déjà j'ai regardé si je le trouvais à quelque part, non, effectivement en VOD. C'est pas sur une seule plateforme, en tout cas, à ma connaissance. ouais, c'est très compliqué de le trouver, honnêtement. Moi je vous le dis, je l'ai téléchargé. Mais, Et donc, t'avais encore un autre oui, truc. j'ai une autre. Je suis allé voir aucun autre choix de Park Chan-wook qu'on avait quitté, qui avait sorti Decision to Live, qui était un drame policier assez élégant et bien troussé. Moi, je vous avais parlé de ce réalisateur quand j'avais parlé de Little Drummer Girl, qui était une mini-série fabuleuse avec Florence Pugh. Et donc, c'est un réalisateur que je trouve très
vraiment très talentueux, coréen. Et il revient cette fois-ci avec une farce dont l'histoire nous est pas totalement inconnue, puisqu'il adapte le livre Le Couperet de Donald Westlake, qui avait déjà été adapté sous un titre éponyme par Costa Gavras avec José Garcia dans le rôle principal. Il y a plusieurs années, il y a une bonne quinzaine d'années, je pense, voire même plus. Euh, C'était un film que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Et l'histoire, c'est celle d'un ingénieur en papeterie qui perd son poste parce qu'il y a une restructuration et puis parce que en fait il est syndiqué. Euh, En fait il va penser qu'il va réussir à retrouver un poste assez facilement et en fait pas du tout. Il va galérer à trouver un autre emploi identique parce qu'en fait en gros il y a une forte concurrence qui règne dans le milieu et il y a très peu de postes à pourvoir donc ils sont tous c'est toujours les mêmes personnes qui sont sur les postes. En gros, ils sont tous à compétences égales. Comme lui, il n'est pas très fort en entretien, bah, il a jamais le poste. Et donc, il va décider, pour le prochain entretien d'embauche, en fait, il va décider de buter un à un ses concurrents avant de postuler donc à cette offre d'emploi. C'est une façon de voir les choses. Hein. Oui, bah c'est à un moment donné, faut ce qu'il faut, quoi. Enfin, je veux dire, chacun sa merde. Hein. Et en fait, c'est marrant parce que Costa Gavras, à l'époque, il avait fait quelque chose de très dramatique. Il avait fait quelque chose de très premier degré. Euh, et, euh, et en fait, là, ce qui est bien, c'est que le Park Chan-wook a décidé de faire quelque chose de très différent de l'œuvre de Gavras, même si il dédie le film à Costa Gavras à la fin. Et là, en fait, il décide de rentrer plein pied dans la comédie et en fait de faire en sorte que le personnage principal se retrouve dans des situations totalement absurdes. Et en fait, parce que c'est pas un tueur, le gars, c'est un ingénieur en papeterie. Et donc, en fait, il fait n'importe quoi à chaque fois qu'il essaie de tuer quelqu'un et ça crée des situations totalement absurdes. Et il y a un certain jeu, enfin un peu à la coréenne, un peu à la japonaise, dans tout ce qui est comédie de ces pays-là. C'est que c'est un jeu qui est très poussé, très théâtral. Et du coup, moi, je m'attendais pas à ça quand je suis arrivé. Parce que la bande-annonce jouait le côté un peu plus dramatique. Et du coup, j'ai mis un peu de temps à entrer dans le film parce que je me suis dit, ouais, qu'est-ce que je suis en train de voir? Mais une fois qu'on a compris ce qu'on voit, bah en fait, il y a des moments qui sont vraiment très drôles. Et on se laisse. Enfin, moi, personnellement, je me suis laissé porter par cette dénonciation du grand capital qui, en gros, pousse les gens au chômage tout en leur reprochant de ne pas travailler. Et, euh, et voilà, le réalisateur ouvre même le débat du travail dans un monde qui va être de plus en plus régi par l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on va faire des gens? Donc il met de la modernité dans son propos, donc déjà c'est quelque chose d'intéressant. Le seul bémol que moi je trouverais au film, c'est que bah, il est un peu long. Je trouve qu'il y a un peu de gras à couper. Il fait 2h19, je crois. Je pense que 1h55, 2h maximum, ça aurait été bien. Mais malgré tout, il y a quand même des scènes qui sont très divertissantes et en même temps qui ont du sens. C'est toujours bien réalisé parce que c'est un réalisateur qui cherche toujours des angles de vue, des cadres qui sont originaux, qui sont intéressants, qui disent des choses. Et puis en plus, voilà quoi, c'est un film qui parle qui finalement qui a été écrit il y a longtemps, qui a été une première fois réalisé il y a longtemps au cinéma, et puis maintenant qui est encore là et qui est encore plus d'actualité qu'avant quoi. Donc finalement, peut-être que dans 20 ans, on va encore faire une adaptation ciné et ce sera encore plus d'actualité, parce qu'on sera tous au chômage. Ouais, super, la joie. Si on n'est pas mort, une bombe nucléaire. Voilà, c'est ça. Je pense que toi, ce sera ça d'abord. Voilà, un peu de gaieté dans votre vie. Est-ce que ta recommandation de la semaine, très cher Mathieu, rajoutera de la gaieté dans notre vie? Absolument, j'adore la gaieté parce que je suis gay. Et parce que ce film est très gay, pour changer de recommandation que je fais d'habitude, où je fais des trucs très c'est pas souvent apéros. que tu nous parles de films de gay. Ouais, ça n'arrive jamais, c'est la première fois que ça arrive. Non mais vraiment, vous savez que j'essaye
de ne pas le faire. Mais en fait, vu que je ne regarde sans m'en rendre compte que ça, et ben, j'ai que ça à vous recommander. Non. Donc, si vous n'aimez pas, ben, vous êtes homophobe. Puis voilà, j'ai pas d'autres arguments. L'argument m'a su. Alors, c'est un léger raccourci, mais je comprends ce que tu veux dire. Voilà, c'est. J'ai pas besoin de m'expliquer. Alors, moi, je vais vous parler de Pillion. P-I-2-L-I-O-N, comme ça se prononce. Il allait faire Benny B, putain, je te jure, il l'a fait sur le même rythme. B-E-2-L-Y-B, quoi, c'est... Alors, c'est le premier long métrage de Adam Mars Jones. Et vous retrouverez au casting Harry Millang, qui jouait le cousin d'Audley dans la saga avec le sorcier très connu, et Alexander Skarsgård, qui est surtout connu pour jouer le mec de Lady Gaga dans le clip de Paparazzi. Ça sortira le 4 mars. Putain, tu cherches à te faire des copines, apparemment, parce que Alexander Skarsgård, il est pas connu que pour ça. I know, that was the joke. Mais non. oui, Elodie vous dirait qu'elle a joué dans True Blood, je vous dirais qu'elle a joué dans Big Little Lies, mais non, il a joué dans Paparazzi de Lady Gaga. Voilà. Ok, d'accord. Ça sortira le 4 mars en France, et j'ai pu assister à une avant-première la semaine dernière, donc je peux vous en parler, pour comme ça vous allez vous ruer dans les salles le jour de la sortie, et il va faire un score énorme, et après les homosexuels vont prendre possession du monde, et le lobby LGBT sera roi. Voilà, c'est mon plan machiavélique en tout cas. C'est une comédie noire et c'est une comédie romantique. De quoi qu'est-ce que ça cause ? C'est Colin, qui est joué par Millang, qui est un jeune homme introverti, homosexuel, dont le travail est de mettre des PV sur les sur les pare-brises des voitures dans un parking, et qui vit encore chez ses parents. Et son petit plaisir dans la vie, c'est d'être dans un quatuor d'hommes, un chœur. Il y a un mot pour ça en anglais, ça se traduit pas en français, je sais pas vous dire. C'est l'épisode 4 de Glee. Voilà comment je peux vous le décrire. Et il y a ça aussi à Disneyland Paris. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est 4 gens avec des petits chapeaux qui font des harmonies. Voilà. Quartet. Un quartet. Bah voilà, un quartet. Voilà, vous apprenez des choses ce soir, du vocabulaire, c'est bien. On est un podcast éducatif et lexical. Sauf que ses parents vont le forcer au tout début du film à faire un date. Ils sont très ouverts avec le fait qu'il soit homosexuel, mais ils sont très tristes qu'il n'ait pas de copain. Donc ils lui disent « Mais si, va faire ce rendez-vous avec ce mec, il est très très sympa ». Il se rend à ce rendez-vous juste après son petit concert, mais le courant ne passe pas très bien entre les deux, surtout parce que Colin observe au loin un groupe de motards. Un groupe de motards où on se rend très vite compte qu'ils sont tous homosexuels et qu'ils pratiquent le BDSM. Elle est très intriguée par ça, même fascinée. Et quand il va commander au bar, il y a le plus grand et le plus beau et le plus fort et le plus musclé, donc qui est Alexander Skarsgård, qui joue, quel est le nom de ce personnage ? Ray, qui va flasher sur lui et qui va lui donner rendez-vous le soir de Noël pour ce qu'il dira à ses parents que c'est un rendez-vous galant. Ce n'est pas vraiment ça, c'est un rendez-vous pipe plutôt. Mais et de là va partir une grande histoire d'une relation avant tout sexuelle, mais qui va devenir aussi une relation romantique et surtout une relation BDSM, parce que ils vont se mettre d'accord pour partir là-dessus, et voilà, et on va partir avec eux dans cette petite bourgade anglaise et suivre leur histoire. Voilà. J'ai adoré ce film, c'était incroyable. Regardez la bande-annonce. Si vous n'aimez pas la bande-annonce, n'allez pas voir le film. Mais elle est très réussie, je trouve. C'est le premier film du réalisateur. Et il a une manière de montrer la pratique du BDSM qui est assez géniale, assez jouissive, sans mauvais jeu de mots. Parce qu'il la montre d'une façon brute, parfois banalisée, parfois magnifiée, parfois pleine de maladresse, parfois et surtout avec beaucoup de respect mutuel.
C'est fun, c'est décomplexé et surtout c'est super important dans le film parce que ça permet au personnage de s'épanouir. Finalement, moi je pourrais décrire ce film comme l'anti-Fifty Shades of Grey sur tous les points. C'est ce que Euh, j'allais dire, effectivement. Ça n'a C'est rien à voir, rien rien à à voir. voir, Insérer rien à ici voir. le même de Big Exactement. Flo, Oui. voilà, pour ceux qui l'ont. Les scènes de sexe sont très très nombreuses. Ne regardez pas ça avec vos parents, vraiment pas. Côté Drivelry, c'est mignon. Mais moi, je les trouve toutes très réussies. C'est un vrai film d'auteur parce que Adam Mars Jones, il est derrière la caméra, mais on le voit tout le temps dans le sens où il a une idée à la seconde. Et on voit vraiment son point de vue. C'est sa façon de nous raconter cette histoire, c'est son ton, c'est son rythme, c'est son point de vue, sa mise en scène. C'est vraiment un film unique en son genre, en ce sens-là. Euh, je me suis posé au début la question de est-ce que ce film va parler à beaucoup de monde? Et je pense que oui, parce que avant de parler de BDSM, ça parle surtout du couple, ça parle des compromis qu'on doit faire dans une relation, du moule dans lequel on essaye de se mettre et surtout le moule dans lequel on essaye de mettre son partenaire, à nouveau sans mauvais jeu de mots. Et, euh, et finalement, même si le BDSM c'est au cœur de l'histoire, ben ça devient universel en ce sens-là. On retrouve aussi tous les atouts que font une bonne comédie romantique, par exemple, les petits moments où leur relation fait des étincelles. C'est pas forcément les moments où ils se parlent, c'est plus, par exemple, quand ils sont en train de faire une scène de sexe et que leurs regards se croisent et que même s'ils se font du mal physiquement, eh ben, on voit qu'ils prennent du plaisir et que c'est consenti. C'est ce genre de choses-là où en fait ils apprennent à se découvrir et ils s'aiment vraiment l'un l'autre dans ces moments-là. Et ils en deviennent vraiment touchants. On a envie de faire partie de cette relation en ce sens-là, je trouve. Et en ça, c'est très réussi. C'est pas un film qui, malgré une démarche qui peut-être ne plairait pas à tout le monde, ben, il nous met pas à l'écart. C'est aussi un film qui dépeint toute la complexité de l'être humain, qui parle des zones grises du désir, le fait d'aimer une pratique, mais de pas forcément être avec la bonne personne, de tester ses limites et d'apprendre à les découvrir pour pouvoir les faire respecter par la suite. Et en cela, je trouve le film très beau. C'est pas un film qui dit le BDSM c'est bien, c'est mal, ou c'est pas un personnage qui va apprendre à se découvrir par le BDSM et puis qui va se rendre compte que en fait non, le BDSM c'est pas pour lui et à la fin il va terminer avec dans une relation sans BDSM. Ça m'aurait vraiment fait chier que ça soit ça. Et non, c'est pas là forcément la fin auquel on s'attend et auquel le personnage s'attend, mais c'est super bien raconté et très solide dans la façon dont c'est fait. C'est aussi un film avec des relations queer hyper positives et ça faut le souligner. Certes, on est dans une relation dominante-dominée, une relation asymétrique, parce que plus que le bandage, c'est vraiment Ray qui domine, comment il s'appelle, Colin, au point où dans leur accord, Colin fait le ménage, fait à manger, dort par terre, etc. N'a pas le droit de l'embrasser, n'a pas le droit de dire ce dont il a besoin, ce qu'il veut faire dans la journée, etc. Il répond à tout sur commande, donc c'est vraiment une relation de pouvoir et asymétrique en ce sens-là, mais on s'attarde très peu sur les relations de pouvoir finalement. À partir du moment où c'est un accord qui est entre eux, c'est jamais remis en question. Il n'y a pas cette idée de dans un couple homosexuel, il y a un pénétrant et un pénétré, du coup le pénétrant il est plus fort. Voilà. Ou alors il n'y a aucun moment où on ridiculise la soumission parce qu'on pourrait se dire ah c'est un homme, il se laisse faire, etc. Il est ridicule. Jamais il y a ça. Jamais il y a ça. Et pourtant, et ça je l'ai peut-être pas assez souligné, le film est super drôle. Vraiment, moi j'étais mort de rire pendant une très grosse partie du film. Mais on rit avec les personnages, on rit des petits malaises qui entre eux parce qu'ils n'arrivent pas bien à communiquer. On rigole aussi parce que le montage est très drôle, mais on rigole pas du BDSM et on rigole pas de leur mal-être ou d'eux, enfin pour qui ils sont. Donc
pour ça, ça m'a fait beaucoup de bien de voir ce film. C'est vraiment un film feel good dans ce sens-là. Euh, Petite, peut-être, point noir du film, et encore. On n'explique pas vraiment quelles sont les règles du BDSM. Le BDSM, c'est quand même vachement porté sur le consentement, le fait qu'on a des règles on dit à voix haute avant et sur lesquelles on peut revenir si besoin, mais c'est super important d'être dans le consentement. Et le film parle pas trop de ça, en tout cas pas verbalement. Ce qui veut dire que si on n'est pas au courant de comment ça fonctionne une relation BDSM, on pourrait se dire qu'il y en a un qui se fait complètement écraser par l'autre et qu'il est pas consentant ou pas heureux dans cette relation. Mais c'est pas du tout ce qui est montré. Mais donc je trouve qu'en ça, c'est pas forcément un film à mettre entre toutes les mains. Faut avoir un peu fait ses petites recherches, sa littérature avant. Mais si on sait ça, moi j'ai trouvé que le film, même sans parfois dialogue, il est très clair, il fait confiance à son spectateur, il est pas manichéen, il est vraiment nuancé, voilà. Et surtout, il fait un gros fuck aux gens qui ne voient le monde qu'à travers leur propre petit regard étriqué. Et ça, petit pic, tu ne l'entendras jamais, mais la meuf qui était à côté de moi au cinéma, je te chie dans la bouche, tu as été insupportable et imbuvable, tu as commenté tout ce qui se passait pendant la séance, ça m'a saoulé. Voilà, et qui était dégoûté à chaque plan du film et qui doit oh non, il va pas faire ça, oh il peut pas faire ça, oh c'est horrible, oh non, ferme ta gueule. Oui. Vraiment, Nous, on a eu quelqu'un sur Aucun autre choix qui racontait tout ce qui se passait à l'écran parce qu'il était tout content de comprendre ce qui se passait. Mais les gens comme ça, non mais tu sais que vraiment au bout de 45 minutes, je lui ai dit excusez-moi, dans la vie, vous commentez tout ce qui se passe ou c'est juste pendant les 2 heures là pour nous faire chier? Je crois qu'il y a des gens qui Elle s'est calmée pendant un moment, tu vois. Mais, enfin, moi ça m'embête d'être devant des films comme ça où même si c'est pas du tout ton univers, ben c'est justement le cinéma, c'est une super occasion de voir autre chose que ton petit monde. Et si tu ne le lis que de ton propre regard, bah c'est un petit peu dommage. Donc voilà, c'était le point noir de ne mettez pas ce film devant les gens cons, concrètement. Mais sinon, ouais, non, moi c'est un film qui m'a fait me poser plein de questions pendant le visionnage. Même si on peut trouver ça gênant, perso, moi j'ai trouvé ça touchant. Et c'est un film qui est plein de maladresse, plein de fragilité, mais ça en fait un film qui est profondément réussi finalement et puissant. Donc voilà, allez le voir. Ça fait partie de l'art, hein, les maladresses. Et Ouais. ouais, il est pas parfait, mais même dans ses imperfections, en fait, c'est des belles imperfections et c'est ce qui rend le film riche. Donc moi, j'ai ri, j'ai été ému, j'ai été bercé, j'ai été secoué. Vraiment, c'était un super moment à passer devant. Voilà. Ok. Très bien. Donc ça c'était Pillion. Et il a une Je- super affiche avec des chiens. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis celle-là et pas l'autre qui est un peu plus explicite, on va dire. Ah non, moi je trouve que l'affiche des chiens, elle est beaucoup plus explicite. Elle est Ouais. beaucoup plus explicite. Ouais. Ah ouais. si. Il y a une super scène au début du film, ça spoil pas, où ça va vous faire un peu expliquer le montage, où les parents ils disent non mais c'est un premier rendez-vous, peut-être que le mec il va être bizarre, donc vas-y avec le chien comme ça il pourra te protéger. Et c'est vraiment un petit chihuahua, il y a un gros cut et au bout de la laisse en fait c'est un tout petit une petite crotte de chien. Vraiment un chihuahua ridicule. Et il arrive et là il y a un énorme molosse en face de lui. Et du coup ils attachent tous les deux les chiens au grillage pendant qu'ils vont se faire sucer. Enfin c'est hilarant. Enfin, c'est que des trucs comme ça où c'est... Moi ça me fait beaucoup rire. Ok, très bien. Mon petit récap de ces derniers temps, parce que ça fait aussi un petit moment que j'étais plus dispo. Vendredi dernier est sorti le premier album complet donc, de Holly Brune qui s'appelle High Hopes. 12 titres très funk, ouais, funk groove et aussi, moi comme j'aime l'appeler, c'est du baby making music. Parce que en fait c'est super suave et ça groove quand même pas mal, mais ça reste très smooth. Et c'est une artiste que je suis depuis pas mal de temps et qui était
la chanteuse sur pas mal de titres d'Abel, par exemple, qui est peut-être un peu plus connue. Et je la connaissais surtout pour le côté très funk, limite disco. Là, il y a des choses un peu plus intimistes, pas inintéressantes du tout, et surtout avec une voix qui peut aller chercher jusqu'à des impressions de Shadé. Donc ça, c'est pas pour me déplaire, niveau musical. J'ai aussi vu, c'était hier soir, j'avais jamais vu, mais Gone Baby Gone, donc un film qui date de 2007. C'était le premier film réalisé par Ben Affleck et coécrit par Ben Affleck avec son frère, Casey Affleck, dans le rôle principal. Et donc ça se passe à Boston. Il y a une petite fille de 4 ans qui s'est fait enlever. Et Casey Affleck et Michelle Monaghan sont un couple qui sont aussi des détectives privés. Et on va leur demander d'enquêter sur ces disparitions. Et c'est un film qui, moi, je ne déflore rien du tout là-dedans, parce que c'est vraiment tout le déroulement qui fait que c'est passionnant. Ça y va pas avec le dos de la cuillère, c'est sombre quand il faut, c'est poisseux, on ne voit pas les choses forcément arriver. Donc franchement, moi j'étais agréablement surpris. Très très bon film, j'ai pas vu les 2 heures passer. Quand même 2 heures de film, mais ça passait super bien. J'ai aussi vu Partir un jour, donc avec Juliette Armanet. Partir un jour sans retour. Voilà, de ce titre-là, mais avec une nouvelle version. Donc c'est un film qui date de l'année dernière, avec Camaro aussi. Avec Camaro, voilà, c'est un film donc coécrit et réalisé par Amélie Bonin. Et donc Juliette Armanet et Bastien Bouillon sont les rôles principaux, mais on y retrouve aussi François Roland, Dominique Blanc et Toufik Djalab. Et donc en fait c'est Cécile, qui est une ex-gagnante de Top Chef, qui va ouvrir son restaurant sur Paris, et elle doit retourner dans l'Est, si je ne me trompe pas, près de ses parents, parce que son père a fait un infarctus. Et c'est là où en fait elle fait un voyage vers le passé, et on découvre tous ces personnages-là et tout ce passé-là au travers de musique pop, comme justement, voilà, tu disais Camaro, Femme Like You, ou Partir un jour, ou d'autres choses beaucoup plus anciennes. Ce n'est pas une comédie musicale à proprement parler à 100%. On est entre on connaît la musique et la comédie musicale, la chanson, et on connaît la chanson et la comédie musicale, vraiment. Complètement une comédie musicale. Oui et non. Oui, mais ouais. C'est une comédie musicale jukebox. C'est jukebox, ouais, mais je vois le côté on connaît la chanson. Toi, en fait, ça va c'est beaucoup plus léger dans l'intégration des musiques et des trucs par rapport à certains films. Ils se mettent pas à chanter. Enfin, ils se mettent pas à danser et il n'y a pas la lumière qui change et des trucs comme ça. Mais c'est des personnages qui s'expriment en chanson pour exprimer leurs sentiments. Oui. C'est une comédie musicale. Mais je veux dire, au niveau du pourcentage de chant par rapport à certaines autres comédies musicales, je trouve que ça reste un entre-deux qui, en fait, pourrait justement... il y a des comédies musicales qui pourraient globalement déplaire à pas mal de monde. Là, ici, ça passait très bien, justement, aussi avec ma femme. Parce que je lui ai trouvé un côté plus... Encore une fois, on connaît la chanson. Même si on connaît la chanson, c'est juste quelques phrases qui sont chantées. Là, c'est encore très, 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 très léger. Mais heureusement, on n'est pas... je vous rassure, pour ceux qui ont été dégoûtés, on n'est pas au niveau de Joker 2. Hein, voilà, c'est non, mais je mieux. déteste Joker 2, mais pour des raisons bien différentes. Mais de toute façon, les gens qui n'aiment pas des comédies musicales, ce sont les gens qui n'aiment pas la vie dans tous les cas. Donc voilà. Je suis moins sectaire, mais bon. That's voilà. my take, and I'm a sect. Si tu veux, y a pas de souci. Ne me parlez pas, les gens qui n'aiment pas les comédies musicales, on s'entendra pas. Voilà, c'est tout. Bref, en tout cas, moi, c'est un film qui m'a fait beaucoup de bien. C'était vraiment une espèce de. Très sympa. Il y a un côté doudou, parce que l'histoire, elle est pas non plus absolument originale. Hein, c'est des tropes assez classiques. Il y a eu un film qui a été fait juste après, aussi avec Bastien Bouillon, qui était à peu près le même scénario. Concrètement, c'est le scénario d'un téléfilm de Noël. J'ai bien aimé le film, hein, mais c'est un scénario d'un téléfilm de Noël. Oui, c'est une meuf qui rentre dans sa famille et elle retrouve son ex-beau. Voilà.
Et Oui, c'est Et a des problèmes avec sa famille. et je dois Et dire que ça... c'est très très bien réalisé. La photo est très belle la dans photo le est très film. belle, les Ah musiques oui! sont très bien choisies et ils jouent tous super bien. Voilà, donc non, franchement, c'était une belle découverte avec du retard peut-être, mais une découverte quand Il même. a pas eu beaucoup de César et c'est bien dommage. Et Effectivement. je sais pas si tu dis, c'était adapté aussi d'un court-métrage. Oui. Mais j'ai vu le court-métrage. Je le trouve vraiment pas bon. Donc j'avais vraiment pas hâte de voir le long-métrage. Et finalement, j'ai bien aimé. Donc si vous n'avez pas aimé Mais le le truc, c'est- court-métrage, redonnez-lui une chance. bah, en fait, c'est un court-métrage qui avait été réalisé et créé par Amélie Bonin, et elle a eu la possibilité d'en faire un film entier. Donc je pense qu'en fait, on pourrait dire que le court-métrage était son brouillon, son pilote. Oui, si je on pense qu'elle veut. a pas eu les mêmes moyens et les Non, mêmes. je pense. Non. Puis c'est peut-être le genre de récit qui nécessite un peu de temps pour mettre. Oui, oui. Moi, ce qui m'embêtait surtout, c'était dans le court-métrage, c'était l'écriture qui était plus hésitante et assez brouillonne et souvent pas très juste, à mon humble avis. Mais ce qui est pas le cas dans le long-métrage. Voilà, et puis juste une petite mention pour donc, François Rollin et son passage sur la chanson de Claude Nougaro, Cécile, ma fille, qui, je trouve, est un très très beau Très passage, beau, très émouvant et très très bien bien. filmé et joué. J'étais content, moi, qui ai pu bosser avec François Rollin. J'étais content de le voir dans ce type de rôle parce que Mm, je c'est trouve vrai. qu'on le. Enfin, moi, j'avais vu tout son potentiel d'acteur dans ce type de rôle et je suis content qu'on l'ait vu là dans un long métrage. Ouais, ouais, ouais. Et donc, par contre, on ne va pas du côté de long métrage, mais plutôt d'une série, Olivier. Alors, j'ai essayé de ne pas me tromper sur l'image. Hop. Tac, je pense que je ne me suis pas trompé. C'est exactement ça. J'aime Voilà. beaucoup cette affiche d'ailleurs. Oui, Je trouve que ça pour pas une mal. affiche de série, c'est très réussi. En plus, dans les lunettes, on voit, pour ceux qui ne voient pas, on voit tous les personnages qui habitent l'immeuble de cette Danish Woman. Euh, En fait, j'ai découvert la série au dernier festival de Sérimania. J'avais découvert les 2 premiers épisodes. Donc la série s'appelait à l'époque The Danish Woman. Et elle m'avait pas mal intrigué par son côté cynique et, et puis par sa réalisation assez originale. Et en fait, je suis très content d'avoir découvert qu'elle est arrivée durant le mois de février sur Arte, donc sur la plateforme arte.fr. Et, euh, et cette fois-ci, ça s'appelle La voisine danoise. Donc ils ont traduit The Danish Woman par La voisine danoise. On n'est pas trop mal sur la traduction, et au moins, en tout cas, ça a du sens par rapport à la série. Alors, justement, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Dite Jensen, qui est une retraitée des services secrets danois. Et elle est notamment allée pour les services secrets danois sur des terrains un petit peu compliqués comme l'Afghanistan. Elle a dû, euh, Elle a dû opérer sur des missions vraiment très touchy. Et, et donc, alors, on pense qu'elle est retraitée, mais en fait, on va s'apercevoir que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, elle s'installe en Islande, et plus précisément à Reykjavik, où se passe toute l'histoire de la série. Euh, on imagine qu'elle pourrait vivre une petite vie tranquille dans ce pays tranquille, dans un immeuble tranquille, sauf qu'en fait, elle a un sens exacerbé de la justice et du respect des règles, et elle a surtout une façon bien à elle de les faire respecter, et une tendance à se mêler de la vie des autres et à vouloir aider les autres, même s'ils n'ont pas trop envie. Et pour cela, elle applique... Là où c'est le problème, c'est que pour ça, elle applique des techniques de combat et de torture qu'elle a utilisées sur le terrain. Donc pour dissuader les méchants qui se fichent des règles et qui embêtent les gens qu'elle veut protéger, quoi. Donc dans une petite copro de Reykjavik, ça fait un peu désordre. Donc il faut imaginer qu'elle va presque noyer l'ado du dessus pour qu'il respecte enfin un peu sa mère. Euh, et puis elle va aussi parce qu'il y a un voisin du dessus aussi qui arrête pas de faire des fêtes
jusque tard la nuit, donc elle va le faire passer pour suicidaire et du coup il va se faire interner. Comme ça, elle va pouvoir lui défoncer sa chaîne IFI tranquillement. Donc voilà, elle est un peu extrémiste dans sa façon de faire. Euh, mais globalement, elle fait un petit peu tout ce qu'on aimerait que toute personne qui a vécu en copropriété aimerait faire quand on est face à des voisins un peu relous, quoi. Euh, Sauf que elle, en plus, elle est blindée de PTSD euh, de son époque sur le terrain. Donc il y a des moments où elle craque et elle a des visions, des choses comme ça. Donc bon, elle est pas tout à fait, elle est pas tout à fait saine dans sa tête, mais en même temps, on aime bien la voir défoncer des gens. C'est un réalisateur islandais qui a fait cette série qui s'appelle Benedict Erlingsson. Et en fait, enfin, moi, tout de suite, j'y ai vu une sorte de résurrection du personnage tenu par Kathleen Turner dans le film Serial Mother de John Waters. Je sais pas si vous avez vu ce film. Absolument pas. Ah ouais, c'est un film qu'il faut absolument voir. C'est une comédie hyper grinçante où justement une mère de famille dans une banlieue bourgeoise des États-Unis butait en fait quiconque ne respectait pas le règlement de voisinage. Et, euh, et voilà, enfin, faut absolument voir ce film parce qu'il est vraiment très très drôle. Pour moi, c'est un des meilleurs John Waters, donc voilà. Et donc, on retrouve un petit peu ce type de personnage-là, sauf que évidemment, c'est pas une femme au foyer, c'est une ex-espionne, pardon. Et que on élargit un petit peu le propos, c'est pas juste le règlement de voisinage qui est bafoué, c'est aussi toutes les préoccupations contemporaines comme le féminisme, l'identité, l'écologie. Voilà, c'est quelqu'un qui va avoir des principes sur tout ça et si on les respecte pas, bah fais gaffe à ta gueule, quoi. Donc c'est une série qui joue à fond sur l'humour noir, qui épargne absolument personne, même pas sa protagoniste, parce qu'elle est tellement jusque boutiste qu'on ne peut pas non plus être totalement d'accord avec ce qu'elle fait. Mais il faut bien dire aussi que les gens qu'elle affronte sont quand même vraiment des gros connards du quotidien qu'on aime, qu'on hait très fort dans la vie de tous les jours. On a tous croisé, tous les gens qu'elle va voir dans la série, on les a tous croisés, on a tous eu des problèmes avec eux. Euh, c'est des gens qui n'en font qu'à leur tête sans respecter les autres, c'est des gens qui... voilà, c'est les petites incivilités du quotidien qui gâchent un peu la vie de tout le monde. C'est ceux qui veulent pas comprendre qu'il faut changer nos modes de vie et qui se vantent même de faire l'inverse. Voilà, donc en fait, c'est un personnage un peu, on va dire, elle a entre 50 et 60 ans, mais qui personnifie de manière exagérée les combats de la nouvelle génération, mais aussi un petit peu le jusque-boutisme dont ils font preuve, ou en tout cas dont ils voudraient faire preuve. Et du coup, voilà, comme je le disais tout à l'heure, on passe vraiment notre temps à prendre plaisir à la voir défoncer ces connards, à la voir aider, parce que du coup, dès qu'elle voit des femmes un peu démunies, des enfants en galère et tout, elle va essayer de les aider. Elle va devenir leur amie, leur confidente, euh, même si par moments on est quand même très dérangé par la manière dont elle le fait. Et même elle, au bout d'un moment, elle va finir par être dépassée parce qu'elle peut pas être sur tous les fronts non plus. Euh, mais voilà, l'égoïsme des uns, eh ben, elle répond une espèce de morale dictatoriale. Et, euh, et au final, bah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en sort gagnant? Bah, c'est pas sûr, quoi. Donc la série dresse vraiment un portrait au vitriol de notre société. Et ce qui est bien, c'est qu'elle choisit la forme de l'humour pour le montrer, de l'humour noir certes, mais ça reste quand même de l'humour, pour vraiment montrer bah, tout ce qui nous oppose. On est vraiment dans un contexte où les gens s'opposent de manière très forte, et la série elle va montrer ça, mais de manière très exacerbée, quoi. Et donc voilà, c'est une série qui est assez surprenante, qui est assez surprenante dans son propos, qui est assez surprenante dans sa forme aussi, avec pas mal d'idées de réalisation qui sont vraiment intéressantes. Notamment, je trouve que la gestion de la musique,
qui devient la plupart du temps intradiégétique, c'est-à-dire qu'elle va être intégrée au récit et que les personnages vont danser dessus ou vont même la chanter quand c'est des chansons qui sont avec des paroles. Et c'est notamment le cas de tous les génériques qui sont dansés et chantés par les protagonistes de l'épisode qu'on vient de voir. Tous les génériques de début, par exemple, à chaque fois c'est une chanson différente qui est en rapport avec ce dont va parler l'épisode. Et voilà, donc moi je trouve ça assez malin en fait, parce que c'est quelque chose qui va ramener le 3e, voire le 4e degré dont la série a besoin pour pas sombrer dans le cringe en fait. Et c'est quelque chose qui peut paraître accessoire, mais qui à mon avis est essentiel dans la série. En tout cas, c'est vraiment, moi, c'est probablement une des séries les plus originales que j'ai vues dans ce début d'année. C'est une série qui déstabilise, mais qui est assez enthousiasmante dans le fait de faire un espèce de portrait au-delà de la protagoniste principale. Toutes les jeunes femmes qu'on voit et qui vont devenir un petit peu son crew, quoi. C'est des personnages qui sont très enthousiasmants. C'est vraiment des jeunes qui sont impliqués, sympas, et qui font face à un monde adulte qui part totalement en vrille. Et c'est un petit peu notre lueur d'espoir et d'humanité. Donc, même si tous les jeunes sont pas comme ça dans le film, en tout cas, il y a une grosse partie qui l'est. Voilà, donc c'est à voir sur Arte. Et c'est une bonne comédie noire et cynique, comme moi je les aime bien en fait. Ok, très bien. C'est noté donc sur arte.tv, enfin .fr, je sais plus exactement. Arte.tv peut-être. Oui, Je crois que c'est c'est peut-être .tv. arte.tv, ouais. Ouais. Exactement, c'est sur la Donc plateforme d'Arte. c'est disponible pour tout le monde, gratuitement. Gratuitement, c'est ça qui est bien. Donc autant aller jeter un œil. Et honnêtement, c'était vraiment l'un de mes coups de cœur de Série Mania, donc je suis très content que Arte ait réussi à mettre la main dessus. Bah, tout comme ils vont récupérer Soviet Jeans. Oui, ils l'ont déjà, ouais. Ils l'ont, et je crois que j'en avais parlé dans le podcast déjà, en coup de cœur, et c'était une super série aussi. Ouais. Ça, je sais, c'est un souvenir de Série Mania, mais là, il y a un peu plus longtemps. Ouais. On reste du côté des séries, si je me trompe pas avec toi, Mathieu, dans ton récap. T'es en mute, hein, par contre. J'ai trouvé pas le bouton. Oui, mon récap, ça va aller très vite. J'ai vu, parce que en dehors des séries, j'ai vu 2 autres films, mais je pense que je vais être mystérieux et les garder pour mes prochaines recos. Et pour les séries, j'ai juste envie de faire comment dit-on, une gueulante. Voilà. En gros, ces derniers jours, j'ai revu une série qui s'appelle She-Ra, les princesses au pouvoir, dont on a parlé plusieurs fois dans le podcast, notamment avec Elodie et avec Cécile, parce que c'est une très bonne série d'animation pour enfants. Et j'avais besoin d'un truc doudou dernièrement. Et voilà, donc j'ai commencé la série, j'ai passé l'épisode 4, et là j'ai vu sur Netflix un petit bandeau qui disait dernier jour. Et là, je me suis redit, mais c'est pas la première fois que j'ai ce problème. Et pourquoi ? Parce que c'est une série originale Netflix. Et en fait, pourquoi ? Parce que c'est une série DreamWorks Animation et qu'ils ont une date, ce qu'on appelle une fenêtre pour exploiter. Et Netflix n'a pas reconduit cette fenêtre, c'est leur droit. Mais DreamWorks n'a pas trouvé de nouvel acheteur. Donc ce qu'il se passe, c'est que la série, depuis quelques jours, n'est plus disponible nulle part sur les internets légalement, encore une fois. Et ne le sera sûrement plus jamais. Et il n'y a pas de DVD qui existe, pas de VOD, rien du tout. Donc si vous voulez découvrir la merveilleuse série qui est She-Ra les princesses au pouvoir, je vous y invite, mais vous ne pourrez pas. Voilà, c'est tout. Mais c'est sympa. Mais c'est super. Alors voilà, oui. J'ai passé un très bon moment devant mon rewatch jusqu'à devant mon marathon du coup, parce que j'ai dû aller très vite pour regarder les 50 épisodes en 48 heures. Voilà, Eh ben dis donc.
Évidemment. Je ne vous recommande pas parce que vous allez devenir fou si vous regardez She-Ra plus de 4 heures d'affilée. Et c'est ce que j'ai fait. Mais vu que je suis déjà malade, eh ben, c'est Oui. passé. Bah voilà. Alors, est-ce qu'on passe malade si on regarde Jumpers, aussi appelé Hoppers, donc Oui. aux États-Unis, et je sais plus, il y avait un titre québécois. Je ne connais pas faudrait le que je titre retrouve. québécois. Faut que Je je le peux retrouve regarder. parce que je pense que c'était quelque chose. Voilà, sauteur en fait, tout simplement. C'est tellement mieux. Oui, bref. Enfin, C'est le vrai que titre le est fait nul de- dans tous les cas, mais Le fait de dire hoppers, ok, on sait que c'est quelqu'un qui saute, et le traduire encore une fois pour un autre mot en anglais, un synonyme, bon, je comprends bref. pas. Peut-être qu'on comprend mieux jump que hop, mais et puis il y avait déjà un film avec un lapin qui s'appelait Hop, mais Je pense que c'est plus pour ça. c'est nul. C'est nul ce titre. Mais bon, voilà, ça c'est le titre. C'est un film qui sort donc le 4 mars, que j'ai pu voir en avant-première hier au cinéma avec Me ma too. petite famille. Avec ma petite famille, et de quoi ça cause ce dernier Pixar. On parle de Vas-y, Mabel. vas-y, courage, vas-y. De quoi? Courage parle pour de- raconter. Vas-y. On parle de Mabel, qui est une fille pleine d'énergie, qui adore les animaux, qui adore la nature, et qui va même adorer de plus en plus la nature grâce à sa grand-mère, qui va lui faire découvrir la possibilité de justement se recentrer, se retrouver grâce à la nature. On va la suivre comme ça dans un début de film assez rapide jusqu'à son adolescence, son début d'âge adulte, où elle se retrouve à l'université, et elle est surtout plutôt occupée à essayer de défendre en fait le coin où vivait sa grand-mère, et l'étang où étaient abrités de plein d'animaux, et une faune, une flore absolument magnifique, pour justement en fait défendre ça contre une rocade qui est construite par le maire de la ville de Beavertown. Et donc c'est sa bagarre de tous les jours. Et jusqu'au moment où elle se rend compte que finalement tous les animaux sont partis. Elle veut essayer de savoir pourquoi. Et un concours de circonstances vont faire que elle va se retrouver dans le corps d'un castor femelle grâce à la magie de la science et de deux profs d'université un peu savantes folles, on va dire. Si on veut, en tout cas, c'est un dispositif qui transfère ton cerveau, enfin ta pensée à l'intérieur d'un robot animal absolument magnifique, et qui permet de comprendre et de vivre au milieu des animaux. Donc ça, c'est le truc de départ. On se dit, bah, c'est cool, elle va juste un peu mener sa petite enquête. Contrairement à ce que certains disent, non, c'est pas elle qui a demandé à ça, c'est juste... elle s'est un peu émissée là-dedans parce qu'elle l'a découvert par surprise. Mais voilà, ce voyage au milieu des animaux va lui faire découvrir en fait la vie du règne animal, pourquoi ils sont partis, qu'est-ce qui fait qu'en fait ils ne veulent plus revenir, comment essayer de les aider à revenir dans comment dire, dans leur voyage, enfin leur étang initial, et en même temps justement combattre les humains. Ça, c'est ce que je vous donne comme ça, parce que globalement, sinon je vais tout raconter le film, et c'est pas non plus le plus utile pour vous. Contrairement à ce que pourrait faire croire la bande-annonce ou tous les petits teasers qu'on a eu jusque-là, oui, c'est un film, c'est une comédie. Non, ce n'est pas une comédie où il y a juste des gags sur regardez, je suis un animal, et enfin je suis une humaine dans le corps d'un animal, et je vais vivre avec eux, et ça va être rigolo, les quiproquos. Non, on a quelques trucs qui sont rigolos comme ça. Il y a des trucs qui, niveau humour, sont, selon moi, un peu plus matures que certaines choses qui sont sorties dernièrement au niveau Pixar, en tout cas. On se rapproche... moi, le film m'a fait beaucoup penser, et même niveau design, aux Mitchells contre les machines, que j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé.
Là, on a à la réalisation, c'est Daniel Chang qui est le créateur de la série Ours pour un et un pour tous. Voilà, que j'adore aussi, hein, parce qu'il y a des ours de toute façon, donc c'est cool. Et on y retrouve son humour qui... autant on peut avoir des choses qui sont classiques dans l'univers Disney et Pixar, autant il y en a d'autres, j'étais là, je suis un peu surpris. Et puis je me suis dit, ouais, il y a des familles qui sont venues avec leurs enfants en plus ou moins bas âge. Ouais, c'est pas forcément super adapté cette fois-ci. C'est un peu plus public averti. Il y a un message d'écologie et de vie avec la nature qui est très poussé et très clair, qui aurait pu l'être encore un peu plus, hein, on pense aux robots sauvages par exemple, mais je trouve que c'est un film qui va dans la bonne direction, qui est super bien doublé en français aussi, qui niveau animation c'est magnifique. Il y a des gags qui m'ont fait absolument pleurer de rire, et des choses qui étaient un peu plus du gag clin d'œil. Moi je sais pas pourquoi, le fait qu'il y ait un des castors qui s'appelle Michel, ça me fait beaucoup rire. Voilà. Dès qu'on appelle un personnage Michel comme ça dans un film, ça me fait rire. Voilà. Il y a plein de petits trucs disséminés ça et là, et le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est justement son marketing qui le vend comme un truc. Oh, regardez, c'est tout mignon, on dirait des peluches. Alors qu'en fait, il y a quand même des trucs qui sont pour être un peu traumatisants pour des enfants un peu bas âge. Hein, entre 4 et 6 ans, il y a des choses qui font un peu peur, on va le dire. Et peut-être quelques petites longueurs sur la fin. Mais dans le tas, j'ai trouvé le film vraiment passionnant, drôle et beau, et donc voilà, je suis très content de l'avoir vu. Et donc toi, Mathieu, tu l'as vu aussi. Je sais pas si tu penses la même chose que moi. Bif bof. Oui, dans l'ensemble. J'ai passé un très bon moment. C'est un film que j'attendais depuis plusieurs années parce que de toute façon, moi, dès que j'ai un 2 pixels d'un film Disney ou Pixar, je suis hype. Donc ouais, je l'attendais depuis un moment, surtout au vu du pitch. J'ai passé un très bon moment dans l'ensemble. Après, voilà quoi. Je suis un peu... Ouais, j'ai rigolé, j'ai été ému, c'est très beau. Je pense que la salle a passé un bon moment. Moi aussi. C'est vraiment un film familial. Vraiment. Enfin, c'est pas Zootopie. Enfin, Zootopie est un film familial, hein, je dis pas, mais c'est ce que j'en attendais aussi, et c'est très bien. C'est vraiment, je trouve, peut-être plus par rapport à toi, mais focus enfant plutôt qu'adulte. C'est très bien que ce genre de film existe, notamment maintenant avec ce message écologique, même si je sais que Disney a fait réécrire le film pour que ça soit moins écologique. Ça la reste globalement, je suis d'accord avec toi que la direction que prend le film est claire, elle est assumée et elle va jusqu'au bout, et dans ça c'est chouette. J'ai bien aimé les méchants, les animaux sont très mignons, et surtout j'ai adoré, je ne dirais pas qui c'est, mais j'ai adoré Diane. J'étais mort de rire, et c'est génial qu'ils aient fait ça, et j'en rigole encore. Ouais, Après, justement, j'allais dire, Diane, elle est géniale. Diane, incroyable. Vraiment. Voilà. Et c'est un peu plus ça qui me pêche. C'est pas que j'aime pas le film, c'est plus que j'en attendais autre chose et que j'ai pas été rassasié en sortant. Moi, justement, j'avais beaucoup aimé les bandes annonces et j'avais adoré ce truc où ça partait dans tous les sens et que c'était un peu too much et épileptique, et ça l'est pas tant. Les blagues, elles mettent longtemps à se mettre en place, je trouve. Elles sont un peu répétitives. Passer la découverte, il reste plus grand chose, je trouve, à part 2-3 petits éclairs de génie. Diane. Mais je sais pas. Je trouve que le film s'est un peu fourvoyé dans la même blague, alors que moi, au vu de l'abandon, je pensais que j'allais m'exploser de rire et être surpris toutes les 4 secondes devant une avalanche de gags. Et c'est pas pour ça que je vraiment dis que ça. c'est pour ça que je dis, je n'ai pas détesté les bandes annonces, mais globalement les bandes annonces le vendent très mal. Oui, parce que, mais et du puis, coup, et puis c'est surtout dommage.
Parce que si on te vend un truc, mais qu'en fait, le truc est on te vend un truc, disons, grand public dans les bandes annonces, et qu'en Ouais. fait, le film part dans une autre respecte ça, mais va pousser le curseur plus loin pour, on va dire, je sais pas, enfin, Mais pas Après, plus moi, qualitatif, mais... moi, ça me rassure parce que j'avais peur en voyant la bande-annonce de voir un film globalement qui ressemble à tous les films d'animation qui sortent, quoi. mais c'est Ouais, en fait mais c'est non, pour je ça sais c'est pas. c'est ça En que fait, moi je ce qui m'a embêté, c'est que je suis ressorti du film avec la même émotion que quand je suis ressorti de Migration. J'ai pas détesté Migration, mais je vais l'oublier dans 4 jours. Du coup, ben, c'est dommage. Ouais, moi j'en suis pas là non du tout. En fait, ils auraient été dans l'humour décalé, etc. À fond, à fond, à fond. Le message qu'ils voulaient faire passer aurait été tellement diminué que ça aurait été vraiment très con. Non, mais en D'autant fait, plus c'est que, juste comme que tu le j'aime dis, pas le message. Globalement, je trouve que le message n'est pas bien amené. Enfin, en fait, juste, mais j'ai il est trouvé pas le bien message amené un peu parce que poussif. peut-être parce que Enfin, justement en fait, on leur a demandé je savais de parce que diminuer un peu. les 10 premières minutes du film, j'étais avec mes potes et vraiment, on s'est regardé en mode fuck. Ils font une Pixar. Et j'adore Pixar, mais ils ont fait une Pixar. Et si vous savez ce que c'est qu'un film Pixar, vous savez ce qui se passe dans les 10 premières minutes au vu du pitch de Fred. Et j'étais en mode, en fait, je trouve que tu peux amener un super message écologique et, je comprends pourquoi ils sont allés dans cette direction d'attacher. Faut que ça soit personnel, l'écologie, pour le personnage principal, pour croire au film et qu'on s'intéresse à elle et à son histoire. Il faut que ça la touche personnellement et je le comprends. Mais j'ai trouvé ça un peu lourdingue et pas bien amené et surtout répétitif. En fait, on a compris du coup son enjeu et comment ça va se résoudre au bout de 10 minutes de film. Et du coup, ben, tous les moments émotions du film après se cassent un peu la gueule. Et vu que en termes d'humour c'est un peu répétitif, ben je me suis un peu ennuyé par certains moments. Mais voilà, après il y J'ai avait toujours absolument pas vécu des... comme ça. Mais c'est pas grave, tant mieux pour toi. C'est marrant de voir ça comme ça, mais ouais, non, moi j'ai pas vécu Je- du tout comme ça. En fait, moi j'avais tellement la peur inverse, comme le dit Olivier, de me retrouver devant un film où, oh regardez, on va faire des blagues sur le côté poisson hors de l'eau ou Mais l'humain tu... qui va essayer de faire des trucs d'animaux. Et je me suis dit, ah finalement c'est plus intéressant ça. Et puis j'ai vu la réaction aussi de mes filles, hein, donc 7 et 11 ans, qui ont retenu encore d'autres choses que moi. Bon, Diane, ça a fait l'unanimité. Hein, on va être clair. Mais Oui, c'est mais normal. en fait, moi je pense que je m'attendais à un peu plus, soit un film complètement déjanté, soit à une qualité du niveau de Alerte Rouge, c'est-à-dire qu'un film qui est Mm. très difficilement vendable sur le marketing, mais où tout le monde va retrouver son compte, qui va être très drôle, très pelucheux, et qui va être crescendo dans l'émotion. Et là, vu que tu as toute l'émotion dès les 10 premières minutes, et ben le reste m'a pas vraiment tenu en haleine. Voilà. Ouais. En tout Mais, cas, mais je vous dis, hein, je descends absolument pas le film. Moi, je suis très client et je mets un bon 3,5 sur 10, mais c'est pas un 5. Quoi. ah non, Je le reverrai pas, je le reverrai quand je... Non mais moi je revois les Disney 40 fois chacun, lui je le verrai peut-être 4 fois. Voilà, mais c'est genre, c'est pas Vaiana 2. Vaiana 2 c'était un 0. Ça c'est Ah, un... putain. Ah, voilà, c'est un... Vaiana 2, c'était une purge. Hein. Voilà, bah Oh, Vaiana mon Dieu. 2 c'est une purge. Ça c'est un 3,5 sur 5. Zootopie, c'est un... Zootopie 2 c'est un 4. Et La Reine des Neiges 2 c'est un 5. Ou alors Alerte Rouge c'est un 5. Voilà. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour l'instant, ces dernières années, Pixar, ils ont un peu du mal à part... Ouais, peut-être Zootopie, mais... parce que Oui, Helio, ça a fait un four. Non, Et, Zootopie, c'est pas Pixar. pas Pixar, mais enfin, Oui, Helio, non, mais ça, on le c'était sait. un four. Je trouve que c'est même pas une. Je trouve que c'est même pas tant une conversation. Enfin, moi, en fait, mais c'est autre chose, mais j'en ai un peu marre de cette conversation de dire que de toute façon, Disney, ça va pas là en ce moment, ça va pas en ce moment, etc. Oui, on le sait, c'est la crise Moi, je parlais de artistique Pixar. partout, c'est aller chez Disney. Et Je parlais Pixar de aussi. Pixar, je parlais de Pixar, mais- hein, mais... Ouais, mais Pixar, c'est un peu différent de Disney. Moi, je trouve qu'il y avait un attachement. En fait, moi, ce qui m'embête avec Pixar, hein, c'est que
c'est qu'il y a plein de films d'animation que j'aime bien, mais les Pixar étaient des films différents. Et, euh, et Ouais, là, maintenant, c'est... et maintenant, je trouve que Oui, mais est-ce que tu dis que c'est on n'arrive plus à déterminer un Pixar d'un autre studio. Je... C'est Alors, moi, j'ai une question, mais c'est une vraie question. C'est est-ce que quand tu dis ça, tu te bases sur, sur quelle base? Dans le sens où tu dis que on reconnaît les films Pixar ne sont plus différents depuis parce quel que film? parce que bref, le problème c'est que moi si tu veux mon avis c'est depuis très longtemps. Mais Voilà. oui, mais parce qu'en fait moi sur les débuts de Pixar je voyais des films différents qui étaient construits Oui, différemment, mais qui avaient c'est des comme si histoires tu différentes. disais, c'est quoi C'est- genre il y a plus de Disney différents et genre il y a plus des films fondateurs comme Blanche-Neige, bah oui, mais d'un autre côté c'est genre la création du studio. Donc non oui, mais les 10 premières années de vie de Pixar, c'est... non, c'est pas les 10 premières années, c'est les 20 premières années. Les 20 premières années. Enfin, mais enfin, tu vois, moi je me dis, un Wall-E, est-ce que ça n'existe plus? C'est plus chez Pixar que je vais aller le chercher. Oui, mais c'est Euh, pas grave. Bah si, c'est grave, parce que moi ça me fait chier, parce que moi Non, mais je te dis, c'est un c'est pas studio, grave ou... c'est un studio que j'aime beaucoup, et en fait, moi je suis toujours, moi j'aime pas le formatage, j'aime pas voir la même chose tout le temps, et en fait, et ça n'empêche pas que il y a certains films d'autres studios que j'aime bien, simplement, tous les autres studios se copient, font regarde ce qui se passe, machin et tout. Et tout d'un coup, t'avais un studio qui faisait des choses différentes. Bah, moi, je trouve ça bien d'avoir de la diversité. Donc, c'est dommage de Ouais. voir un studio C'est qui, pas du euh, tout ce que je dis. Ce que je dis, qui en va fait, perdre je son suis ADN. complètement d'accord avec toi. Ce que je dis plus, c'est que quand tu regardes ce qui se passe et que tu vois le big picture, certes, il y a les problèmes du moment, problèmes que tous les studios ont, et on dit on a cette même discussion depuis 5 7 ans, Bah oui, mais parce que... et c'est pas la peine de l'avoir maintenant parce que ça va pas changer d'ici 3 mois. Bah oui, mais enfin, Mais on a le droit quand même de... Enfin, tu vois, par c'est... Bah, bah, surtout que alors, d'ici 3 mois, c'est Toy Story 5 qui sort, donc forcément. exactement. Mais par contre, si ça change... si ça ça va change pas, en changer. fait, Si. il faut continuer à dire les choses. Enfin, Ah, mais jusqu'à bien temps que ça sûr. change. Mais c'est pas là que ça va changer. Et pas dans les 5 prochaines années. Bah non, mais je continuerai à dire pendant C'est... les 5 prochaines années. Je, Oui, oui, je... mais ça va mais c'est pour te dire, c'est que ça va changer dans 5 bonnes années, c'est sûr. Mais ça va pas arriver tout de suite. Mais moi après, enfin, je pense que le cachet Pixar va finir par disparaître, tu vois. Enfin, ils vont finir par... je veux dire, les jeunes générations qui verront pas de différence avec d'autres studios, ce sera plus déjà c'est déjà plus vendeur. Enfin, avant, un film Pixar, ça sortait, tout le monde avait envie de le voir. Enfin, puis déjà c'était quelque chose de rare. Euh, Maintenant, enfin, ils sortent un Pixar dans l'anonymat total, quoi. Enfin, vraiment, le film Jumpers là, personne l'attend. Oui, Enfin, oui, mais on sait c'est pourquoi. c'est Enfin... tristoun. Moi, je trouve ça hyper triste, quoi. Quand on voit les sorties des films Pixar avant, ce que c'était, où c'était un vrai truc de société, tu vois. On parlait du prochain Pixar. Maintenant, tout le monde s'en bat les couilles, quoi. Et moi, je vais aller le voir parce que là, ce que vous en dites me donne plutôt envie d'aller le voir. Alors qu'a priori, en voyant la bande-annonce, je m'étais dit, non, je fais chier. Mais, mais je, je trouve qu'on aurait besoin, et on l'a vu avec Flo, on l'a vu avec le robot sauvage, euh, que bah, il y a peut-être d'autres studios qui vont prendre la relève, et il y a peut-être d'autres créateurs qui vont réussir à créer des choses différentes. Et c'est bien, c'est très bien, sauf que c'est des choses plus fragiles. En fait, l'avantage de Pixar à l'époque, c'est que comme ils avaient le soutien de Disney, c'était quand même
un truc un peu mastodonte, quoi. C'est-à-dire qu'on savait qu'on allait avoir quelque chose de très créatif, de très différent, tout en ayant la force de frappe d'un Disney. Euh, Là, avec Flo, avec le robot sauvage et tout, on n'a pas ça, quoi. Donc on sait pas, pour les gens qui font ce genre de projet, on sait pas de quoi demain sera fait, on sait pas s'ils auront un autre projet derrière, on sait pas, parce que tout est compliqué dans l'animation. Donc en fait, on avait un petit peu cette assurance d'avoir quelque chose de très qualitatif, quelque chose qui allait changer, quelque chose qui allait être à la fois dans l'ADN Disney et en même temps différent de Disney. Euh, et ça, c'est quand même. Euh, J'arrive pas à me dire, j'arrive pas à faire mon deuil de ça, quoi. Mais peut-être un jour, je le ferai. Ouais. En tout cas, pour t'aider à faire ton deuil, j'ai une dernière petite recommandation. C'est le comédien Simon Gouache, un comédien québécois qui fait du stand-up et qui a mis ses spectacles en entier sur YouTube. Et donc, je vous conseille de regarder ça, c'est très drôle. Et puis, ça fait du bien d'entendre un peu. Même si on peut pas le voir en peinture. Même si tu peux pas le voir en peinture, effectivement. Elle est bien bonne, celle-là. Jean Bloguin, humoriste. Encore, mais tu le réclames en fait. Ouais. Il est pas, en moi. Il a veut pris pas. possession de mon corps. C'est pas trop mal. En tout cas, merci à vous deux pour cet épisode. Donc il y a de quoi faire, hein, de quoi écouter, jouer, regarder. Donc voilà, et peut-être lire dans les semaines qui viennent. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour l'hebdo numéro 64. En attendant, on vous souhaite une bonne semaine, la bonne santé et bon courage et puis vous savez quoi, Bon Jovi. Bon Jovi. Bon Jovi.